Les enfants, c'est ce que nous disent les scientifiques, ne semblent, je vais utiliser des termes prudents, ne semblent rien craindre pour eux-mêmes, car l'immense majorité, la quasi-exclusivité des enfants sont atteints par des formes bénignes, voire totalement asymptomatiques de la maladie. Bon. Mais ils peuvent transmettre le virus, il faut donc garantir les gestes barrières dans l'école, et c'est évidemment difficile. Il faut évidemment éviter que que le virus ne puisse se remettre à circuler à cause du rassemblement des enfants. Quand le président dit on va tester que les gens qui ont des symptômes, moi j'en ai rien à faire des gens qui ont des symptômes, j'ai pas besoin du test pour les diagnostiquer. Il faut diagnostiquer les gens qui n'ont pas de symptômes. Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2020 et le déconfinement vient de commencer. Les magasins vont rouvrir, en particulier les salons de coiffure, et Mélenchon va certainement en profiter car je crois qu'il en a bien besoin. C'est une décision arbitraire du président de la République qui a choisi la date du 11 mai. On ne sait pas pourquoi le 11 mai, pourquoi pas le 5 mai, ou le 30 mai, ou le 5 juin. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Macron a choisi cette date arbitrairement, sans consulter personne, même pas le conseil scientifique, puisqu'il a fait cette déclaration le 13 avril et que l'avis du conseil scientifique lui est arrivé le 20 avril. Donc il a pris cette décision absolument tout seul. Et qu'est-ce qui est embêté maintenant? Eh ben, c'est le pauvre Édouard Philippe. Voilà les principes, ils doivent être travaillés dans leur application, ils le sont en ce moment à la fois par l'équipe qui pilote l'organisation du déconfinement sous l'autorité de Jean Castex, à qui nous avons confié cette mission, mais qui le fait évidemment en travaillant et en consultant et en écoutant tous ceux qui sont directement intéressés par la mise en œuvre de ces mesures. Je n'exclus pas d'ailleurs que nous décidions de mesures supplémentaires si les mesures de distanciation physique n'étaient pas suffisamment respectées et si la situation ne s'améliorait pas. Probablement, ceux qui suggèrent ces idées, je comprends très bien qu'ils le fassent, nous trouveront trop prudents et me trouveront trop prudent. Je peux supporter le fait qu'ils me trouvent trop prudent. La stratégie du gouvernement repose sur le triptyque protéger, tester, isoler. Triptyque auquel il aurait fallu ajouter un quatrième élément, traiter. Traiter, c'est-à-dire soigner. Nous y reviendrons. Mais cette stratégie repose aussi sur l'idée de confiance et de responsabilité. Nous allons reprendre tous ces points. Commençons par protéger. Le premier aspect de la protection comporte un volet géographique. Vous le voyez, 4 régions, tous les départements de 4 régions restent en rouge. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Pourquoi des régions et pas des départements? Parce que nous faisons le choix de tenir compte comme indicateur prioritaire du niveau de tension, de saturation des réanimations des hôpitaux. Et que cet indicateur, nous l'avons vu lors de la vague épidémique dans les régions touchées, se conçoit à l'échelle régionale. Dans d'autres départements, le virus circule encore activement, où l'hôpital reste encore en forte tension. C'est ce qu'on appelle les départements rouges. Le déconfinement y est possible, avec certaines restrictions, pas d'ouverture des collèges, pas d'ouverture des parcs et jardins. Dans ces départements rouges, il faut faire mention de 2 situations particulières.
Mayotte et la région Île-de-France. À Mayotte, le nombre de cas est faible, mais il est en augmentation. En Île-de-France, le nombre de cas baisse, sûrement, lentement, mais il reste élevé, plus élevé que ce que nous espérions. Voilà pourquoi, dans ces deux territoires, nous allons devoir faire preuve d'une vigilance particulière. À Mayotte, nous avons décidé de retarder le déconfinement pour nous donner tous les moyens de maîtriser l'épidémie. En Île-de-France, compte tenu de la tendance qui reste bien orientée, nous pouvons déconfiner. Mais le fait qu'il reste du virus en circulation, que cette région, évidemment, est très dense, très peuplée, que les échanges y sont nombreux, ce fait nous impose une discipline renforcée. Macron avait dit qu'il ne voulait pas un déconfinement par région. Alors, le gouvernement a prévu un déconfinement par département, les départements verts et les départements rouges. Seulement, comme l'a dit Olivier Véran, c'est en fait un déconfinement par région. En réalité, hors Mayotte, il y a deux zones, la zone rouge et la zone verte. Comment déconfine-t-on dans chacune des deux zones? Eh bien, pareil, sauf que dans les rouges, on n'ouvrira pas les écoles pour les collèges et que les parcs et jardins restent fermés. En fait, ce qu'on a décidé, c'est ce qui aurait dû être fait en janvier. Seulement voilà, on n'avait ni masque, ni test, alors on a menti. Bon, allez, laissons ça de côté pour l'instant, nous aurons bien l'occasion d'y revenir. Le plan de déconfinement tient la route pour la zone verte. Pour la zone rouge, c'est un suicide. En zone rouge, il aurait fallu faire un déconfinement plus strict, avec par exemple masque obligatoire partout et non réouverture des écoles, et surtout ne pas déconfiner en Île-de-France, comme à Mayotte, car là le risque est très grand. Et enfin, il aurait fallu établir une véritable frontière entre les deux zones, avec tests et mise en quarantaine obligatoire pour quiconque désire franchir cette frontière. L'histoire des 100 km avec attestation, c'est ridicule. Et bien sûr, il aurait fallu faire la même chose au niveau des frontières nationales. Second volet de la protection, les personnes vulnérables, c'est-à-dire les plus de 65 ans, les obèses, les diabétiques, etc. C'est très bien de leur conseiller de rester confinés. Encore faudra-t-il les tester. Toujours s'agissant de nos aînés, vivant en EHPAD cette fois, nous ne pouvons pas prévoir un assouplissement supplémentaire dès le 11 mai. Nous devons continuer à tout faire pour protéger les personnes âgées vulnérables. Il y a un décret qui porte le numéro 360 du 28 mars, qui est paru au JO du 29 mars, qui donc permet, d'ailleurs à ce titre j'ai contacté un responsable de 3 EHPAD à 60 km au nord de Paris, et qui me l'a bien confirmé. Ce décret permet de délivrer du Rivotril. Je vous rappelle que le Rivotril est un anti-épileptique, donc qui va servir de sédation parce que il n'y a plus de place dans les hôpitaux, et donc il faut bien traiter le mal-être et la déficience respiratoire des malades. Donc en fait on les achève on les achève par voie injectable. Donc c'est tout à fait scandaleux, tout ça parce qu'il n'y a plus de place. Un ancien pharmacien, Serge Rader, dénonce l'euthanasie pratiquée dans les EHPAD depuis le 29 mars. On vérifie qu'un décret permet effectivement de délivrer un anti-épileptique car il n'y a plus de place dans les hôpitaux et on trouve. On les achève par voie injectable parce qu'il n'y a plus de place et de respirateurs. Je me suis dit que j'avais du mal à comprendre. J'ai appelé un ami médecin qui me confirme. Un autre m'écrit, ouvrez les guillemets.
C'est encore pire que de laisser mourir les petits vieux dans les EHPAD, puisque les médecins ont toute latitude pour sédater à mort les patients sans consultation de la famille, ni du collège de médecins qui devrait faire chorus. Je cherche des confirmations sur les sites professionnels et j'en trouve facilement. Celui-ci, c'est la Fédération des pharmaciens d'officine. Ils font état de la prise en injection de Rivotril, qui vise à tuer les patients avant qu'ils ne soient transportés pour mourir en hôpital et ainsi en éviter l'engorgement. Quand je regarde la télévision, je ne vois pas ces infos sur les vieux qu'on euthanasie. Une question de nos confrères de l'AFP. Comment et à partir de quand vous allez organiser le déconfinement dans les EHPAD? Quelle sera la méthode? Là aussi, nous avons indiqué que s'agissant des personnes les plus vulnérables et donc les plus fragiles, il fallait être encore plus prudent que la grande prudence que nous utilisons déjà pour la population générale. Troisième volet concernant la protection. Les écoles. Je ne sais pas si on ne devrait pas dire plutôt exposer que protéger. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Regardez bien Édouard Philippe, comme il est mal à l'aise lorsqu'il en parle. Les enfants, c'est ce que nous disent les scientifiques, ne semblent, je vais utiliser des termes prudents, ne semblent rien craindre pour eux-mêmes, car l'immense majorité, la quasi-exclusivité des enfants sont atteints par des formes bénignes, voire totalement asymptomatiques de la maladie. Bon. Mais ils peuvent transmettre le virus, il faut donc garantir les gestes barrières dans l'école, et c'est évidemment difficile. Il faut évidemment éviter que que le virus ne puisse se remettre à circuler à cause du rassemblement des enfants. Comme chacun sait, il a été décidé le déconfinement scolaire à partir du 11 mai. Cela concerne d'abord les écoles primaires et puis à partir du 18 mai, les collèges pour les départements verts. Cette décision, vous le savez, obéit à un impératif pédagogique et à un impératif social. Nous considérons que les enfants ne doivent pas rester sans contact physiquement avec l'école entre le mois de mars et le mois de septembre, et c'est particulièrement vrai pour les plus jeunes. Notre préoccupation, elle est d'abord sociale. Nous devons lutter contre le décrochage scolaire. Nous devons tout simplement faire en sorte que chaque enfant de France puisse bénéficier de l'école. Or, tous les enfants ne bénéficient pas de la même façon de l'enseignement à distance tel qu'il a été mis sur pied. Le Conseil scientifique, nommé par le président de la République, était contre la réouverture des écoles. Dans son avis du 20 avril 2020, il rappelle sa position, mais bien sûr prend acte de la décision du président. Sur la base des recommandations du Conseil scientifique, nous avons élaboré un protocole sanitaire très strict. Je dis clairement, ramener les gosses à l'école. Si on n'a pas pris les autres mesures, je vais peser mes mots. Moi, ça me met mal à l'aise, parce que les enfants, naturellement, véhiculent les virus. Alors, on n'est plus très sûr là-dessus. Les scientifiques changent d'avis, en tout cas des avis divergents sont exprimés. C'est donc à nous de prendre la décision. Exactement. D'accord. C'est aux politiques Dans le doute, vous estimez que la date du 11 mai pour la rouverture des écoles... Il y aurait un petit à la maison, ce qui n'est pas mon cas, je ne l'enverrai pas à l'école. Vous me comprenez? Donc la mesure pour l'école, j'ai l'impression qu'elle n'a été prise que pour permettre aux gens de retourner au travail, et qu'on veut les faire retourner au travail parce que la compétition continue entre les différentes économies. Une question sur la reprise de l'école. Vous avez choisi le principe du volontariat et beaucoup de parents s'interrogent sur le fait de remettre ou non leurs enfants à l'école dans les prochains jours. Au Canada, votre homologue Justin Trudeau a déclaré qu'il ne savait pas s'il remettrait ses enfants à l'école. Vous, personnellement, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous remettrez vos enfants à l'école et pourquoi? Je n'ai pas l'habitude de parler de mes enfants en public. Sachez que il y en a un qui est élève en première, l'autre qui est élève en troisième. Ils ne sont donc pas à ce stade concernés par la reprise des cours. Et une petite dernière qui est en CM1. Elle n'est pas dans les niveaux prioritaires. J'ai indiqué qu'elle pourrait évidemment, dans toute la mesure, reprendre l'école. Moi, je préférais qu'elle puisse y aller. Mais après un contact qui a été organisé par le professeur de sa classe, nous avons indiqué que s'il y avait des publics plus prioritaires, évidemment, elle laisserait sa place. Si elle peut y aller, je préférais qu'elle y aille. Pas tellement à l'aise, hein, le père Philippe. Bah oui, les enfants, d'accord, ils ne chopent pas une maladie très grave, mais
ce sont des vecteurs du virus, voilà, dans les transports, ils peuvent contaminer des gens, et puis ils peuvent contaminer, comme on l'a dit, leurs parents, leurs grands-parents, etc. Alors moi, je suis plutôt du même avis que Mélenchon, plutôt que de l'avis d'Édouard Philippe. Voilà. Quatrième volet de la protection, les transports. D'abord, les transports en commun. Le problème n'est pas le même dans les petites villes et les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles avec une énorme densité de population, c'est mission impossible de faire respecter la distance physique d'au moins 1 mètre, comme le recommande le Conseil scientifique. Par exemple, à Paris, vous croyez que c'est possible sur la ligne 13 ou même la 5? Certes, l'obligation du port du masque, c'est une bonne chose, qui ne devrait d'ailleurs pas être limitée au transport en commun. Mais sans distanciation, les fameux masques grand public ne suffiront pas. C'est gentil de la part de Valérie Pécresse d'avoir obtenu qu'en Île-de-France, aux heures de pointe, les usagers soient munis d'une attestation de leur employeur certifiant qu'ils vont au travail. Mais vous croyez sérieusement qu'il y a des touristes qui se promènent sur la ligne 13 du métro aux heures de pointe? Alors, on fait appel aux bonnes volontés. On souhaite que les entreprises organisent le télétravail quand c'est possible, ou qu'elles étalent leurs horaires si c'est possible. On souhaite que les gens prennent un vélo, surtout pour faire 40 km. On souhaite que les gens fassent du covoiturage. On souhaite, mais on n'organise pas, sauf au niveau des mairies. Mais alors il faut avoir l'accord du préfet et tous les coups de tampon successifs pour valider l'initiative. Pour l'histoire des 100 km, on a vu que c'était ridicule et qu'il fallait avoir des frontières entre zone rouge et zone verte, avec des tests et mise en quarantaine. Et même topo pour les frontières nationales. Ce que je voulais exprimer, c'est que c'est quand même très paradoxal de vouloir interdire aux gens d'aller à 100 km. Moi, quand j'ai vu le sujet, j'ai appelé un de mes amis qui rentre, vous voyez, de Madagascar. Au-delà de 100 km même. Au-delà de 100 km, qui rentre de Madagascar. Il m'a dit, Philippe, l'avion faisait Tananarive, La Réunion, Saint-Denis et Paris. Il dit, à l'aéroport à Tananarive, on nous a pris la température, on a dû faire tout le voyage avec un masque. Arrivé à Roissy, 0 contrôle. 0 contrôle. Avec un 777, avec plus de 400 passagers à bord. 0 contrôle. Ça sert à quoi de demander aux gens de dire aux gens n'allez pas à 100 km si tout le monde et n'importe qui peut rentrer n'importe quand, n'importe où, n'importe comment? Concernant les entrées et sorties de l'espace européen, un assouplissement progressif et ordonné des règles de circulation viendra en temps voulu, quand la situation sanitaire le permettra. Et il sera décidé évidemment avec l'ensemble des États concernés. Mais les frontières restent donc fermées jusqu'à nouvel ordre. Pour ce qui est de nos frontières nationales, et notamment celles que nous partageons avec nos voisins européens, nous avons décidé de prolonger les restrictions mises en place jusqu'au 15 juin au moins. La libre circulation des travailleurs transfrontaliers sera, elle, préservée, comme c'est le cas depuis le début de la crise sanitaire. Protéger, tester, isoler. Il faudrait suivre les recommandations du Conseil scientifique. Que dit le Conseil scientifique? Que les soignants doivent pouvoir souffler. Ce n'est pas le cas en zone rouge et plus particulièrement en Île-de-France. Qu'il faut avoir du matériel prêt. Or, le plus grand flou règne sur les masques et les tests. Les masques devraient d'ailleurs être gratuits. On compte un peu sur tout le monde pour s'en procurer ou les distribuer. Les grandes surfaces, les tabacs, la poste, peut-être les pharmacies. On compte beaucoup sur les initiatives des mairies. Et puis, après tout, vous n'avez qu'à vous les fabriquer vous-même. Alors, venons-en à tester. Le Conseil scientifique
dit qu'il faut avoir une grande capacité de test pour déconfiner. On nous annonce qu'on est en mesure de produire 700 000 tests par semaine. En réalité, il semblerait que ce soit plutôt 150 000. En janvier 2020, le premier test PCR à la recherche du virus Covid-19 a été réalisé. Depuis, nous n'avons cessé d'augmenter, jour après jour, semaine après semaine, nos capacités diagnostiques en ville, à l'hôpital, dans les laboratoires départementaux vétérinaires, de gendarmerie, afin de pouvoir diagnostiquer de nouvelles infections. Un effort de montée en charge et de renforcement des équipements très important a été réalisé pour armer notre pays en tests. Ces dernières semaines, tout a été fait pour être en capacité de dépister les personnes vulnérables, mais aussi l'ensemble des personnes symptomatiques et les cas contacts. J'ai l'impression, parce que quand le président dit on va tester que les gens qui ont des symptômes, moi j'en ai rien à faire des gens qui ont des symptômes, j'ai pas besoin du test pour les diagnostiquer. Il faut diagnostiquer les gens qui n'ont pas de symptômes et renvoyer tous les gamins à l'école sans les tester avant. Les gamins ils seront pas, bon, peut-être il y aura une exception ou deux, on l'a vu, mais c'est pas eux qui vont être touchés, mais ils vont ramener le virus à la maison chez les parents, les grands-parents, et on peut là craindre une deuxième vague. C'est-à-dire que les gamins qui vont aller à l'école et qui vont rentrer chez eux, qui vont voir leurs parents, qui vont voir leurs grands-parents, est-ce qu'ils peuvent pas eux, involontairement bien évidemment, mais relancer la crise. Bien sûr, ça peut être favorisé. C'est pour ça qu'à mon avis, pour faire le déconfinement, il faut avoir des millions de doses. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des chercheurs, c'était dit publiquement, de l'INSERM, du CNRS, qui ont dit, nous, on est capable de fabriquer ces PCR maison, si plusieurs unités INSERM et CNRS en France le font, on peut avoir des millions de doses très vite pour tous les Français. Qu'ont dit les autorités? Ah non, on ferme les unités de recherche, juste allez nourrir vos animaux pour pas qu'ils meurent pendant la crise, et on ne vous donne pas l'autorisation de faire ces tests, parce qu'on veut des tests parfaitement certifiés. Et là, je dis, mais on hallucine, parce que ces tests, on ne les aura pas avant des semaines et des mois. Olivier Véran affirme qu'on a tous les tests qu'il faut, mais il donne plus aucun chiffre. D'ailleurs, il a même l'air de douter de ce qu'il affirme. La France est prête pour tester massivement. La capacité de dépistage est dès aujourd'hui au niveau des besoins estimés. Vous voyez, la carte est pour le moins limpide. Pourtant, parfois de la théorie à la pratique, il peut y avoir des écarts. C'est pourquoi j'invite les Français qui se seraient vus prescrire un test PCR et qui rencontreraient des difficultés de toute nature dans la réalisation de ce test, à contacter le numéro vert 0800 130 000, le numéro que vous connaissez, afin de nous permettre de résoudre sans délai les problèmes éventuels. Comme vous pouvez le constater, les territoires seront, dans leur totalité, en capacité de tester largement. Aurons-nous un masque par Françaises et Français? Non. Aurons-nous la capacité de tester les gens sitôt qu'ils sentiront eux-mêmes une alerte sanitaire? Non. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes les mesures de réquisition, toutes les mesures de nationalisation, toutes les mesures de démocratisation, au sens où les gens sont eux-mêmes les acteurs de leur histoire, n'ont pas été prises. Donc, Jean-Luc Mélenchon, si j'entends bien... Je peux vous dire avec beaucoup de gravité, écoutez-moi, monsieur Le Tellier, il est possible que ce déconfinement hasardeux tourne à l'autre boudin et que pour finir, il faille reconfiner dans des conditions qui seront naturellement très difficiles à supporter par la population, donc, mardi... à moins qu'on ait décidé que, eh bien, ma foi, on laisse l'épidémie se propager. Protéger, tester, isoler. Comment va-t-on isoler? Certes, ceux qui le veulent pourront rester à domicile en quarantaine, mais les autres, en particulier les résidents dans les EHPAD, va-t-on réquisitionner des hôtels? C'est pas difficile en ce moment. Quoique, avec notre bureaucratie, il faudra attendre pour voir. Et puis, il va falloir tracer les cas contacts pour les tester eux aussi et les isoler. Alors va se mettre en route la brigade d'anges gardiens. J'adore l'expression si laïque. Quant à l'application Stop Covid, après tout, pourquoi pas? S'il y a de vraies garanties, ce qui n'est pas évident. Mais sera-t-elle au point? Je commence à avoir des doutes. Savez-vous que certains médecins redoutent qu'on les oblige à enfreindre le secret médical? Enfin, au-delà de protéger, tester, isoler, il y a
soigner. Surtout pour ceux qui risquent de développer des formes graves. Or, il y a un traitement, le Plaquenil, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine combinée avec l'azithromycine que recommande le professeur Raoult. Certes, son efficacité n'a pas été prouvée par les méthodologistes, mais les médecins de terrain ont constaté que cela semblait fonctionner. Mais non, pour des raisons qu'on ne développera pas ici, ce médicament est quasiment interdit en France, contrairement à d'autres pays qui l'utilisent largement. Compte tenu de ce que nous avons dit auparavant, c'est pour ça que nous prenons le temps de l'expliquer, de l'absence de vaccin, de l'absence de traitement, du risque associé à une grande circulation du virus, nous considérons que cette méthode est la seule que nous soyons en mesure de mettre en œuvre de façon à garantir la limitation dans la circulation du virus. Et puis, moi, j'accuse pas le président Macron, qui est pas médecin, mais qui est conseillé par des gens, effectivement, qui sont très technocratiques. Quand on dit qu'il faut un groupe placebo, Raoult, il a publié sur 1000 malades, il en a traité maintenant pas loin de 3000, 2600, 2800. Il a 98% de guérison chez les personnes les plus à risque, les personnes âgées qui meurent quelquefois à 30% dans nos EHPAD. Il a 0,5% de mortalité. Et il y en a qui continuent à dire, ah ben non, c'est pas démontré. Et quand le président ce matin dit, oui, Raoult, c'est un grand scientifique, c'est très intéressant, mais il va falloir le démontrer dans des tests scientifiques. Mais je dis là, on hallucine. Les tests, on aura les résultats quand l'épidémie sera terminée, qu'on comptera les morts. Protéger, tester, isoler, mais aussi soigner. Ok, on en a parlé. Mais la stratégie du déconfinement repose aussi sur la confiance et la responsabilité des citoyens. Seulement, 66% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour gérer le déconfinement. Comment pourrait-il faire confiance après toutes les hésitations, les injonctions contradictoires et les mensonges sur les masques et les tests pour cacher la pénurie? L'État se veut jacobin et centralisateur. Il veut tout décider, mais il est incapable de prendre des décisions fiables. Sa bureaucratie paralyse les initiatives locales, comme celles des vétérinaires ou des maires. Mais nos gouvernants ont peur. Ils ont peur des procès qui vont arriver après la crise, procès contre leur incompétence, leur imprévoyance et leurs mensonges. Alors, ils veulent se défausser de leurs responsabilités sur les citoyens. Si le déconfinement échoue, ce sera parce que les gens n'étaient pas responsables. Alors on dit, mettez vos enfants à l'école si vous le voulez bien. Faites du télétravail si vous le voulez bien. Faites du covoiturage si vous le voulez bien. Allez en quarantaine si vous le voulez bien. Utilisez Stop Covid si vous le voulez bien. C'est un peu comme si on disait « Ne tuez pas votre voisin si vous le voulez bien ». La responsabilité du déconfinement est donc laissée à la liberté des individus. N'est-ce pas oublier que la liberté s'arrête là où commence celle des autres? Lorsqu'un problème est collectif, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Par exemple, avec une loi interdisant le meurtre. Avec le déconfinement, on ne peut pas s'empêcher de penser au monde d'après. Macron raconte que tout va changer. Mais le croyez-vous? S'il a décidé tout seul du déconfinement le 11 mai, c'est pour des raisons économiques. Il voudrait retrouver le monde d'avant. Il a peur du coût du confinement, certes élevé, et même très élevé, mais quel sera le coût si le déconfinement tourne en déconfiture et qu'on soit obligé de reconfiner? Ce sera une catastrophe économique bien pire. Une question de BFM. Face au coup de frein économique, êtes-vous favorable à l'idée de travailler davantage en supprimant un jour férié, par exemple, comme le préconise l'Institut Montaigne? Je complète par une question de l'AFP qui va dans le même sens. Le gouvernement est-il favorable à une augmentation du temps de travail? Je vais rester sur les questions relatives au déconfinement. Les questions qui sont posées par un certain nombre d'acteurs sont de bonnes questions. Elles imposent qu'on s'interroge sur
la façon dont, dans la durée, une fois la crise sanitaire passée, et elle n'est pas encore passée. Jean-Luc Mélenchon, on va parler avec vous de l'aspect économique du coronavirus, avec Bruno Le Maire qui a annoncé de 7 milliards de prêts pour sauver Air France, dont quasiment tous les avions ne volent plus. L'État détient 14% du capital de la compagnie. Est-ce que vous auriez préféré, vous, une nationalisation ? C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on ne gère pas chaque chose séparément des autres. C'est pourquoi je plaide pour une planification. Donc là, la compagnie Air France est en faillite, pour les raisons qu'on connaît. L'État va y mettre 3 milliards. On pourrait nationaliser Air France et en profiter pour organiser le système général des transports en France. Tantôt c'est l'avion, tantôt c'est le train. Ça devrait être le train le plus souvent possible. Non, encore une fois, on va passer à côté de ça. Et le seul but que l'on a, c'est de recommencer comme avant, revenir à la situation d'avant. Certes, ce déconfinement qui commence est mal engagé, mais il y a une lueur d'espoir. Et si l'épidémie s'arrêtait toute seule? C'est ce que pense le professeur Raoult, et il n'est pas le seul. Écoutez, nous on suit avec énormément de tests l'épidémie, et donc vous voyez qu'on a eu un pic qui était à ce moment-là, et depuis on a une décroissance continue, et donc cette courbe, c'est une courbe en cloche, ça s'appelle une courbe en cloche. C'est la courbe typique des épidémies. La plupart du temps ça se passe comme ça. Donc l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole, qui d'ailleurs a commencé l'été, donc il n'y a rien à voir. Et donc généralement ça se passe en une seule courbe, qui est une courbe en globe de cette nature-là. Et donc moi on sait que j'ai une erreur de prédire, en particulier des modèles, mais cette manière de se construire est quelque chose qui est assez usuel pour les épidémies. Les épidémies ont disparu dans le temps, bien avant qu'on ait le moindre moyen de les contenir. Elles disparaissaient quand même. L'humanité est morte d'aucune épidémie. C'est comme ça. Les épidémies commencent, s'accélèrent, elles culminent. C'est le moment maximal de transmissibilité. Et elles diminuent, et elles disparaissent, et on ne sait pas pourquoi. On espère vraiment que Raoult a raison. Seulement, on n'en est pas sûr. Il se peut qu'il y ait une seconde vague. D'après certains, si c'était le cas, il y aurait 85 000 morts. Oui, c'est sans doute exagéré. Mais nous serions ramenés à la case départ, avec en plus des soignants épuisés. Regardez ce qui se passe dans certains pays qui ont mieux géré la crise que nous. Par exemple, l'Allemagne. Ils ont commencé à déconfiner, comme tout le monde, parce que tout le monde veut déconfiner pour être le premier sur le marché. Ils ont déconfiné, pouf! C'est la déconfiture et ils sont obligés de reconfiner. Nous avons déconfiné trop vite, en tout cas dans la zone rouge. Il aurait mieux valu attendre de voir ce qui se passe chez les autres pour éviter un déconfinement qui tourne en déconfiture. Déconfinera bien qui déconfinera le dernier. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.